Salut tout le monde et bienvenue pour ce 5e épisode de Let's Play NSSP. Dans cet épisode, nous allons travailler sur le moteur orbital de la fusée Apollo. Enfin, en tout cas, du module de service. C'est un chapitre qui va être assez long et qui demandera 2 épisodes. Pour cet épisode, on va se concentrer sur la mise en route ainsi que le fonctionnement, le principe de fonctionnement de base. Au passage, on fera un petit rappel vite fait sur les RCS. Et contrairement à ce que je vous avais promis, on ne verra pas aujourd'hui notre premier programme avec le D-Sky qui sera en rapport avec les modes automatiques en fait du moteur principal. On verra ça à la prochaine leçon. Voilà. Alors qu'est-ce que le moteur principal, qu'on appelle aussi le SPS? C'est cet ensemble. Donc ici la tuyère. Ici en fait on va avoir toute une mécanique qui va nous permettre d'avoir un débattement de notre tuyère, 4 degrés de débattement. Et ici on a tous un système de refroidissement ou de réchauffage d'ailleurs des systèmes étudiés. On pourra les refroidir, donc en fait les lignes qu'on voit là sont des résistances, on pourra les refroidir donc soit ou les réchauffer, soit grâce à des résistances, soit grâce à une exposition au soleil en fait. Voilà, on revient à l'intérieur. Alors, la plupart des boutons qu'on va devoir titiller pour jouer avec le moteur principal vont se trouver dans cette zone là. Néanmoins, on devra de temps en temps se promener de ce côté là, ici, d'accord, ce bloc là, et pour la phase de Hull Edge, vous vous souvenez qu'on en avait déjà parlé précédemment, on va devoir venir ici. Alors, avant toute chose, qu'est-ce qu'on va vouloir faire dans cet épisode? Eh bien, on va vouloir utiliser le moteur orbital pour redresser, disons plutôt relever, notre apogée. D'accord? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire qu'on va exercer une poussée en sens prograde pour augmenter notre vitesse et donc faire augmenter notre apogée. On revient à l'intérieur et vous vous souvenez de la dernière leçon. Si vous vous souvenez de la dernière leçon, si on veut avoir les données de notre orbite, on va devoir faire verbe 16, une 42, entrée, et là on a notre apogée, notre périgée. Notre apogée est de 193 km et notre périgée est de 183,7. On voit qu'il y a des petites variations, rien n'est toujours parfaitement parfait, mais c'est ce qu'on a pour le moment. Comme je vous ai dit, on va vouloir pousser en sens prograde. Donc avant toute chose, on va se mettre en prograde. Mais les RCS sont éteints, donc on va les allumer. Voilà, ils sont allumés. On vérifie ensuite que l'on a bien passé ici tout en mode direct et que les vannes sont ouvertes, ce qui n'est pas le cas, donc on va le faire. On les ouvre. Vous vous souvenez les vannes de tous les gaz qui vont mettre en pression les valves et les carburants comburants. Les radiateurs sont allumés, c'est parfait. Tous les RCS sont dans des états de pression et de température nominaux. On va pouvoir s'en servir pour nous mettre en programme. On va retourner sur verbe 16 noon 73. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va regarder ce qu'il y a ici. Puisque la dernière ligne là, ça va en fait être l'angle que fait notre nez avec l'horizon. Donc
ou plutôt avec oui, avec l'horizon. Donc on va de suite se remettre en prograde, et pour ça tout simplement on va utiliser nos RCS. Vous voyez que ce chiffre diminue puisque je suis en train de redresser mon vaisseau. Comment faire une fois qu'on sera dans le bon sens pour arrêter de tourner et savoir qu'on est parfaitement en kilowatt en fait? Ben, on va le faire manuellement, hein, et on va se fier à ces appareils là. D'accord, celui-là ou celui-là. Hein. Et en fait, c'est lorsque les trois petites aiguilles là seront au centre, ça veut dire qu'on sera dans une configuration de kilowatt. En bas on a la lacet, en haut on a le tangage, et ici on a le piquet redressé. Là, voilà. Bon, c'est pas parfait. Néanmoins, ça sera suffisant pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous voyez qu'on bouge encore un petit peu, mais c'est assez négligeable pour le moment. Donc, on part tout de suite sur le fonctionnement de ce moteur orbital. Pour ça, on va aller dans les PDF de Nulantu, ici, et il nous a concocté un petit schéma qui sera parfait pour détailler un petit peu le fonctionnement de ce SPS. Vous voyez ici la tuyère qui est schématisée, plein d'inverseurs, plein d'afficheurs, plein de sécurité, plein de valves partout. Avant toute chose, on remarquera que l'hélium n'a qu'un seul réservoir. D'accord? Et on va donc commencer par là. L'hélium va mettre en pression le comburant et le carburant. C'est-à-dire que, vous avez bien compris, on a le comburant et le carburant qui vont réagir ensemble au contact l'un de l'autre, et cette réaction chimique va exercer une poussée. On va donc pouvoir mettre en pression le carburant et le comburant avec les valves qui sont là. Ces deux valves-là, sachant que nous en avons deux, et ces deux valves correspondent à celles que vous allez trouver sur le panel de droite, ici, au centre à droite, là. Il suffit tout simplement de lire hein, SPS Helium Valve. On a deux barber pole qu'il va falloir ouvrir hop, pour mettre en pression le carburant et le comburant. On a aussi une position auto, comme vous pouvez le voir. En fait, cette position auto, c'est une position qui va être utile lorsque on va faire intervenir l'ordinateur de bord pour que les valves ne soient ouvertes que lorsque c'est nécessaire. On repart sur notre schéma. C'est pas celui-là. Voilà. Vous voyez ici les barber pole. Voilà. On met en pression donc le carburant et le comburant. Et ensuite, les deux sont prêts à sortir. Ils sont en pression, ils demandent à sortir par cette valve. Mais pour l'instant, ils ne peuvent pas sortir. Pourquoi? Eh bien parce que ces valves doivent être ouvertes. Elles doivent être ouvertes pour que les liquides puissent sortir. Et avec quoi est-ce qu'elles sont ouvertes? Avec de l'azote. On a deux réservoirs d'azote à l'intérieur de... pardon. On a deux réservoirs d'azote à l'intérieur du module de service. Donc on a le réservoir A et le réservoir B. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ces réservoirs d'azote vont nous permettre de mettre, disons, grâce à leur pression, vont nous permettre d'ouvrir les vannes ici, qu'on a là, et qui vont faire sortir les deux réactifs, qui vont passer par un circuit de radiation,
pour les maintenir en bonne température. Et ensuite ici ils vont sortir et vont brûler. Comment est-ce que les vannes qui sont ici sont ouvertes? Eh bien également grâce à de l'azote. Encore une fois, on aura le bouton ici direct en normal qui sera le bouton d'ouverture finale hein, pour allumer le SPS. Mais avant on va devoir sécuriser, d'accord, fermer ou ouvrir les arrivées d'azote grâce à ces deux gros interrupteurs, les interrupteurs 7. Ce sont ceux qui sont ici. Delta V Trust, normal, P et A. D'accord? Réservoir A, réservoir B. Ok, donc ça, c'était une première chose. On a donc vu comment ça fonctionnait. Vous voyez donc que on va pouvoir choisir d'ouvrir les vannes d'hélium, soit manuellement, soit en automatique. L'azote, on le sécurise en manuel, forcément. Ensuite, on a plein de petits afficheurs pour nous indiquer l'état des systèmes. L'indicateur 13 qui va nous permettre d'avoir des informations sur l'hélium, sur l'azote, ou sur, pas sur l'azote, mais le A ou le B. On aura le 17, dont on parlera après, qui va nous permettre de connaître le ratio de comburant et de carburant qui sont mélangés, pour la réaction chimique. Hein. On a ici ces petits afficheurs qui nous donnent l'état en fait des petites valves qu'on a là. Et ensuite, on a celui-ci, qu'on verra après, qui a rapport avec toutes les données qu'on va vouloir lire à la sortie de la tuyère. Enfin, les radiateurs peuvent être alimentés par main A ou par main B. Voilà, c'est la seule source électrique, hein, puisque le reste, ça va être grâce à des gaz qu'on va pouvoir faire fonctionner tout ça. Sans compter évidemment l'ordinateur de bord, mais ça c'est un petit peu particulier, mais l'ordinateur de bord va pouvoir lui aussi prendre des décisions, mais au final il va agir sur les gaz. On fait une petite parenthèse donc sur ce petit afficheur. En fait, il faut comprendre que ce qui se passe pour exercer de la poussée, c'est que le comburant et le carburant vont se contacter à la sortie de la tuyère et générer une réaction chimique. Sauf que on a une quantité de comburant qui peut réagir avec une quantité de carburant donnée. Si on a trop de l'un ou trop de l'autre, ce qui va se passer, ce n'est pas que la réaction va mal se faire, mais c'est que ça va faire du gaspillage en fait. Celui qui est excédentaire va tout simplement être gaspillé, puisque le réactif qui est en quantité minoritaire va agir en tant que réactif limitant pour la réaction, et lorsqu'il n'y en aura plus, la réaction ne se fera tout simplement plus. Et donc tout ce qui restera de l'autre réactif sera éjecté dans l'atmosphère sans réagir. Si on a plus de l'un, ça n'augmentera pas la réaction et ça ne la pénalisera pas non plus. C'est celui qui est minoritaire qui va déterminer tout simplement quand est-ce qu'on ne pourra plus réagir. Donc, si on ne se rend pas compte que ce ratio n'est pas bien conservé, on va avoir l'impression que tout fonctionne normalement et au bout d'un moment, on n'aura plus de l'un ou de l'autre alors qu'il nous restera de l'autre ou de l'un et on ne pourra plus s'en servir et ce sera gaspillé. Et évidemment, ce n'est pas souhaitable parce que la quantité de carburant n'est pas non plus très excédentaire comparé à ce qu'on va nous demander dans l'émission. Donc il faut savoir être économe. Voilà, voilà. On va donc retourner dans le cockpit pour mettre en route ce petit SPS. Comme je vous l'ai dit, on va commencer par mettre en pression, et ça on l'a déjà fait, l'hélium. On l'a déjà fait, c'est ce qui est là.
les deux harbor poles sont ouverts, donc c'est bon, le carburant et le comburant sont mis en pression. Mais rien ne se passe encore, parce qu'il faut, vous voyez, si j'allume le moteur, rien ne se passe. Il faut d'abord que je sécurise en fermant le circuit d'azote. On va le faire sur le A, tout simplement parce que si on revient sur le schéma qui est là, vous voyez qu'à chaque fois ils vont se diviser en deux. D'accord? Autrement dit, on n'aura pas besoin. De comment dire? On n'aura pas besoin de mettre les deux réservoirs d'azote en même temps, puisque chaque réservoir va pouvoir alimenter les deux sorties de comburant et de carburant. Et en plus, ce n'est pas parce que le circuit se divise en deux que les deux valves seront à moitié moins mises en pression par l'azote. Car l'azote va tout simplement prendre la place qu'il peut prendre jusqu'à arriver à sa pression maximale possible. Et c'est uniquement à partir du moment où on n'aura plus assez d'azote dans le réservoir A que là les pressions vont commencer à diminuer et on pourra se rabattre sur le réservoir 2. Donc à ce niveau-là, on n'a pas de souci à se faire. On ne peut ouvrir qu'un seul réservoir d'azote, ça marchera très bien. On retourne donc ici, on l'a ouvert. Ensuite, si on veut ici afficher des données concernant les pressions dans les tankers, on va baisser ici, hop, ces deux inverseurs. Enfin, on n'oubliera pas pendant l'émission de régulièrement venir de ce côté-là. Ici, si les petites aiguilles sont orientées côté droit, elles sont ouvertes. Ça veut dire que les vannes sont ouvertes. Et sinon, c'est qu'elles sont fermées. Ici, il suffit de lire, d'accord, on a là, donc, réservoir du SPS, la température, les pressions d'hélium, de fuel, d'oxydant et d'azote. Tout simplement, hein, il faut que les pressions restent dans le vert. Pour l'oxydant et le fuel, c'est tout bête. Ici, on a l'hélium et le diazote. On va pouvoir choisir ce qu'on veut regarder ici. On passe ça en bas, on aura le diazote B qui sera affiché là. Donc on voit ici qu'on a, on a 2500 PSIA. Pour celui-là, 2500 aussi. Et si on passe sur l'hélium, on a 3800 PSIA de pression. La température, elle est donc ici à 55 peut-être, je dirais 55 degrés Fahrenheit, sachant qu'on devra toujours surveiller à ce que lorsqu'on veut mettre en route le moteur orbital, la température soit entre 50 et 100 degrés. Si c'est au-delà de 100 degrés, en fait, les réactifs vont être gazeux et du coup la réaction ne fonctionnera pas bien du tout. Idem, si jamais on est en dessous de 50, ça ne marchera pas non plus, mais cette fois-ci parce que ce sera congelé. Là, ça marchera carrément pas du tout. Remarquez, au moins dans ce cas-là, on gaspillera pas. D'accord. Donc maintenant, on sait ce qu'on doit observer pour savoir si les systèmes sont en bon état. On a ensuite des indicateurs qui vont nous dire comment fonctionne le système. On en a plusieurs. D'une part, on va regarder ce petit cadran. C'est tout simplement le taux de poussée qui va être appliqué. Donc, si on monte à 100, ça veut dire qu'on applique 100% de poussée. C'est en général ce qu'on va faire. Mais c'est pas tout. Parce que quand on va exercer une poussée, on va vouloir savoir pendant combien de temps on veut pousser, ou alors on va savoir quelle quantité de fuel on va vouloir dégrader, mais on va surtout vouloir savoir en général l'impact que notre poussée va avoir sur notre orbite.
Pour ça, du coup, on va évidemment se servir de tous les appareils qu'on a ici, qui sont les appareils d'affichage de données relatifs à notre orbite, à notre vitesse, bref, à notre condition physique dans l'espace. Donc on a ce bloc ici qui va nous permettre de surveiller notre accélération. Vous vous souvenez qu'on l'avait déjà utilisé dans un précédent épisode. On passe en delta V normal. Et là, quand on va appliquer une poussée, ça va nous afficher le delta V qui va être appliqué. Ensuite, on peut aussi décider, donc comme je vous avais dit, on peut vouloir pousser pendant un certain temps. Dans ce cas-là, on va utiliser le petit minuteur de compte à rebours ici. Je vous rappelle, on l'a déjà vu, mais je vous remontre comment il fonctionne. Ici, on peut le remettre à 0. On le démarre, on l'arrête. On sélectionne les minutes et les secondes en dizaines ou en unités en bas et en haut. Et ensuite, soit on met start et on va avoir un chronomètre qui va augmenter. Soit, d'abord on passe en position down et quand on met start, là, ça va être un compte à rebours tout simplement. Donc ce petit minuteur qui peut nous aider à nous faire une idée de combien de temps on doit pousser. Et ensuite, évidemment, on va pouvoir se servir de l'ordinateur de bord et de son D-Sky pour observer en direct la variation des paramètres de notre orbite qui vont être dus à la poussée que l'on va appliquer avec le moteur principal. C'est ça qu'on va faire pour aujourd'hui, comme ça va nous faire rebosser un petit peu, prendre des automatismes. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Je vous rappelle qu'au début, je vous avais dit l'objectif de la séance, ça va être d'augmenter notre PRIG. Disons qu'on veuille avoir un PRIG de 500 km. D'accord? On va dire ça. Ça va dépendre vraiment de ce que vous voulez faire dans la mission, mais là on prend un exemple, tout simplement. Donc on va repasser. Alors avant toute chose, puisqu'on va bientôt passer à l'allumage, on va se remettre. Vous voyez qu'on n'est plus du tout en prograde. Simplement parce qu'on avait fait un kill rot et qu'on tourne autour de la Terre. Donc il y a un moment forcément où on n'est plus dans l'axe. Donc on se remet. Et vous pouvez observer au passage que ma petite aiguille est partie en butée, hein, ça veut dire qu'on tourne assez vite. Tout est relatif. Et donc j'accélère le temps. Hein. Donc la ligne du bas c'est notre AOA, je vous rappelle. On va le remettre à 0, 0. Du moins, essayer de s'approcher du 0. Là. Bon. Une dernière chose, avant de pousser, on va cliquer sur GDC alignement pour qu'il nous réaligne, vous voyez, le FDAI qu'on a ici, en position 0, afin qu'on puisse visualiser vraiment notre déviation par rapport à la position à laquelle on est à cet instant. Ok, donc on est à peu près en prograde, hein, suffisamment pour vous montrer que ça fonctionne. On va pouvoir passer à l'allumage du SPS. Mais avant, on ne va pas oublier une chose qu'il ne faut pas oublier. Nous allons faire un petit U-ledge de façon à plaquer le carburant au fond du réservoir. Donc c'est parti. Et là, rien ne fonctionne. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Vous vous souvenez que tous les systèmes d'Apollo sont sécurisés. Et si ce que nous venons de faire n'a pas fonctionné, c'est parce que, au début, vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il fallait que nous revenions à gauche pour fermer les deux circuit breakers direct E-Ledge. Et que se passerait-il si nous utilisions le E-Ledge tout en mettant sur off nos RCS? On va essayer. Si vous avez bien retenu les leçons des épisodes précédents, vous le savez déjà. Donc là, on va essayer, voir si le E-Ledge fonctionne.
et il fonctionne. Et vous pouvez voir que notre delta V ici a augmenté un petit peu de 1,6 mètres par seconde. Le ledge a fonctionné parce que même si vous avez coupé les RCS, le système E-Ledge bypass complètement toutes les sécurités. Vous vous souvenez, je vous avais montré qu'il y avait des tas de façons de couper le contrôle de nos RCS, mais le E-Ledge, lui, il bypass tout ça. Quand vous cliquez sur E-Ledge, ça fonctionne. Et on va pouvoir allumer le moteur. Mais avant ça, évidemment, on va faire verbe 16, noon 42, le bien célèbre, pour pouvoir suivre l'évolution de la ligne du haut, qui est tout simplement notre apogée. Attention, c'est parti. Augmentation significative de notre apogée. Vous vous souvenez qu'on cherche 500. On passe à l'extérieur pour voir. On a une jolie flamme très très moche. On y est presque. Ok. On va peaufiner, soit avec le E-Ledge, soit avec les RCS en fait. D'accord? C'est-à-dire, vous savez, mettre une petite poussée pour monter. Voilà, 500. Histoire juste de s'en assurer, on va ouvrir un MFD. Projection chip, comme d'habitude. Distance. Et on voit apogée 499. Parfait. Donc là, ça y est, on a pu faire fonctionner notre SPS. Ça a été magique. Maintenant, on va continuer à bosser sur ce SPS en observant certains paramètres. Avant toute chose, on n'a pas vu ces valves, ce qu'elles ont fait. Donc on va tout de suite remettre un petit coup de SPS et regarder ce que ça fait. On s'en fiche, c'est une simulation, d'accord. Hop. Vous voyez qu'on remonte à 100% de poussée. On repasse là. Hop. Et vous voyez que seuls 1 et 2 sont ouverts. 1 et 2 qui sont reliés au groupe A. On coupe tout. On coupe tout et on retourne sur notre petit schéma. Et qu'est-ce qu'on voit? Incroyable, ces deux valves, 1 et 2, sont reliés ici. Ce sont les deux marrons qui sont reliés au groupe A. Or, nous avions ouvert le groupe A. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, chaque réservoir d'azote va se subdiviser en deux et va ouvrir deux valves qui vont, elles, venir mettre en pression les vannes de sortie des comburants et carburants. Voilà. Donc là, on n'utilise que le groupe A. Si j'avais ouvert le groupe B, d'accord, ce seraient les afficheurs du groupe B qui se seraient mis en position open. Et si j'avais ouvert les deux, et ben ça aurait été les 4. Voilà, c'est tout. Autre petite chose, il est évident que si on allume l'SPS, on notera une baisse de la pression d'hélium par exemple, tout simplement parce qu'on est en train de le dépenser. Pardon, pas de le dépenser, de lui donner de la place et il se détend. Pas de le dépenser, attention. On ne jette absolument pas d'hélium, à part si on a oublié de faire un E-Ledge, auquel cas c'est pas bien du tout. Rassurez-vous, NSSP est indulgent pour l'instant à ce niveau-là, mais ça, je pense que ça ne saurait tarder à changer pour la prochaine version, puisqu'on n'est plus en bêta. On passe maintenant ici, SPS Engine Injection Valves. En dessous, on a SPS Quantity. Et vous voyez, comme je vous avais dit, on a cet indicateur qui nous donne les ratios.
en fait de comburant ou de carburant qui sont envoyés de chaque côté à réagir l'un avec l'autre. Et comme je vous avais bien expliqué, je vais pas tout refaire le topo, mais il faut que ce ratio soit égal à 1, c'est-à-dire qu'on ait autant d'oxydants que de fuel qui sortent. Non pas en quantité, mais plutôt en quantité nécessaire, on va dire. Hein. C'est-à-dire que s'il fallait 1 litre de comburant, il ne faut pas forcément 1 litre de carburant. Il faut peut-être un demi-litre de carburant, je dis ça au hasard, mais on aura quand même 100% des deux côtés, d'accord? Ou du moins un pourcentage identique. Donc là, on a des pourcentages identiques, donc tout va bien. On va rallumer le SPS, et cette fois-ci, je vais volontairement créer une sortie un petit peu plus de l'un que de l'autre, vous allez voir. Hop, on rallume. Et je passe ça sur Increase. Regardez ce que font les chiffres. On a un décalage, l'afficheur max vient de s'allumer. Ok. Donc là, gros décalage. Et on a plus de fuel que d'oxydants qui sortent, donc on est en train de gaspiller du fuel. Il y a du fuel qui sort et qui ne sert à rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on va passer sur la position Decreasing jusqu'à ce que les ratios redeviennent identiques, tout simplement. Ils le sont presque. Hop, trop. Ils sont pratiquement identiques. De toute façon, une différence entre les deux ratios sera vraiment préjudiciable quand la dizaine n'est plus la même. Mais là, on est à l'unité près, donc c'est pas très grave. Mais sachez que vous pouvez vraiment régler très finement. Hein. Ça prend un peu de temps, souvent on rate le coche. De toute façon, s'il n'y a pas max ou min d'affiché, ça veut dire que c'est négligeable. Ensuite, vous allez pouvoir choisir secondaire ou primaire, c'est-à-dire qu'il est évident que vous pouvez augmenter ou baisser, mais augmenter ou baisser soit l'oxydant, soit le fuel, évidemment. Donc ça, après, il faut choisir. Donc ça va être pour ajuster le ratio de comburant et de carburant qui sont mis en réaction. Pour vous aider, vous avez en plus ce petit afficheur. Si vraiment il y a un gros ratio, l'aiguille va se décaler vers le haut ou vers le bas, selon ce qui est excédentaire ou minoritaire. Voilà, voilà. On va couper le moteur, hein, parce que là on a l'orbite qui est en train de faire n'importe quoi. Donc l'afficheur revient à 0 de poussée, c'est tout à fait normal. Magnifique. Houston on air to ground 2. Okay, so Papa 2, even though it's considered complete, can't be considered complete until we know that all the other ballast is in place. Is that a good statement? Donc, on en a fini pour aujourd'hui. On a vu tout ce que je voulais qu'on voit, c'est-à-dire on a remis en service nos RCS, on a mis en service le moteur orbital et vu un petit peu comment s'agencer les entrailles de la bête. On a vu comment observer l'évolution du comportement du SPS, les conditions dans lesquelles étaient les valves, comment savoir ce qu'on fait avec notre SPS, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va appliquer, quel delta V on applique, quelle poussée on applique, pendant combien de temps on veut l'appliquer. Donc la prochaine fois on va mettre tout ça en application parce qu'on aura un objectif et on va demander à un programme de le faire. Voilà. Sur ce, je vous invite à retravailler en même temps que moi les épisodes de façon à ce qu'on avance ensemble.
N'hésitez pas à refaire, retenter, refaire plein de choses. Amusez-vous à transformer votre orbite, à lui donner toutes les formes possibles. Crachez votre vaisseau le plus possible, on est là pour ça. On se retrouve la prochaine fois pour notre premier programme avec le D-Sky en application avec ce qu'on a vu aujourd'hui sur le SPS.